Gustave Le Bon, éminent sociologue et psychologue français, a jadis murmuré une pensée profonde. La foule n'est pas seulement somnambulique, elle est aussi hypnotisée. Cette perle de sagesse est tirée de son chef-d'œuvre, La psychologie des foules, un ouvrage qui a sculpté notre perception des dynamiques de comportement collectif. Ces dynamiques, adaptées à l'étude des marchés financiers, nous aident aujourd'hui à mieux appréhender leurs réactions et fluctuations, surtout quand celles-ci s'éloignent drastiquement de leur moyenne de long terme, comme lors d'un crash. Bienvenue sur Money Radar, votre soutien est important, le bouton like est juste là, prêt à être cliqué. Montrez-nous votre amour en l'utilisant. La chaîne existe grâce à vous, alors merci. Installez-vous confortablement, nous partons directement dans les méandres de la psychologie d'un krach boursier. Le Bon a consacré une grande partie de sa vie à décrypter les mystères des mouvements de foule, un véritable pionnier dans ce domaine. Il a étudié la façon dont les individus, une fois en groupe, peuvent adopter des comportements radicalement différents, des comportements qui, individuellement, leur sembleraient absurdes. L'essence même de la foule devenant supérieure à la somme de ses parties. Une fois plongés dans une foule, les individus se dépossèdent de leurs propres idées et sentiments pour se conformer à ceux du groupe. Ici, les intelligences humaines ne s'additionnent plus, au contraire, elles se divisent. Ce phénomène qu'il a nommé contagion mentale crée une sorte d'unité de pensée et d'action où les comportements individuellement impensables deviennent la norme. C'est une perte de conscience qui mène à l'émergence d'une identité collective, souvent impulsée par des émotions et des idées simplifiées plutôt que par une réflexion individuelle rationnelle. Tiré de son livre, cette citation résume bien ce phénomène. L'individu se trouve altéré par la foule, devient surtout soumis à l'inconscient et régresse vers un stade primaire de l'humanité. Comme les deux faces d'une même pièce, la foule peut également se montrer sage, avec une capacité d'analyse dépassant largement le jugement des experts. Cette face a été décrite par James Surowiecki dans un livre publié en 2004, La sagesse des foules. Le principe de base postule que le jugement collectif d'un grand groupe de personnes est souvent supérieur en précision à celui d'un individu seul, même expert, lorsque leurs opinions sont agrégées correctement. Certaines expériences abondent en ce sens. Sir Francis Galton, cousin de Charles Darwin, a été surpris par la précision étonnante d'un groupe de personnes qui tentaient d'évaluer le poids d'un bœuf lors d'une foire agricole. En moyennant les suppositions de chaque individu, le poids estimé était extrêmement proche du poids réel de l'animal, même si aucun individu n'avait fait une estimation exacte. Prenez un grand pot, remplissez-les de haricots, puis demandez à des gens pris au hasard qui ne se sont pas consultés au préalable combien de haricots se trouvent à l'intérieur. Calculez ensuite la moyenne de toutes les réponses. Le résultat devrait être incroyablement proche du nombre réel de haricots dans le pot. Ce genre d'expérience est souvent cité comme un exemple de la manière dont le jugement collectif de la foule peut être plus précis que l'opinion individuelle, même lorsque la foule est constituée de personnes ordinaires, sans expertise particulière dans le domaine en question. C'est une démonstration du principe selon lequel une multitude d'opinions indépendantes peuvent s'autocorriger et converger vers une réponse précise. Ce principe est d'ailleurs la base de l'efficience des marchés financiers. La somme des décisions de chaque acteur forme un marché libre qui, lui, résout un problème de coordination complexe, faire que la bonne ressource soit investie au bon endroit et au bon prix. L'irrationnel de chaque décision s'annule quand on agrège toutes les informations ensemble dans un marché libre. Ainsi, la foule, comme entité à part entière, va percevoir et résoudre un problème de manière plus efficace que n'importe quel individu en faisant partie ou non. Dans ce monde d'action, de taux d'intérêt et de capital-risque, lorsque les foules, ou dans ce cas les marchés, se mettent à l'unisson et perdent leur sens rationnel pour plonger dans une folie financière, on parle alors de krach boursier. C'est une dégringolade soudaine et massive des prix d'une ou de plusieurs classes d'actifs. Généralement, le krach concerne un effondrement des prix des actions sur une ou plusieurs bourses financières. Mais il est également possible de connaître des krachs dans le secteur des obligations ou de l'immobilier, soit de manière autonome, soit en lien avec des krachs boursiers. 2022 en est un parfait exemple, actions et obligations ont subi le même sort. Pour la petite histoire, le terme krach provient de l'allemand où il signifie bruit fort ou accident. Son utilisation dans ce contexte a commencé avec le plongeon des prix sur la bourse de Vienne en mai 1873, un phénomène qui s'est ensuite propagé à la bourse de Berlin et à celle de New York. Dans ce chaos apparent, la psychologie des foules joue un rôle déterminant.
Plusieurs plongeons boursiers ont marqué l'histoire financière. Que ce soit la bulle des tulipes en 1637, où la demande était si forte que certains bulbes de tulipes se vendaient plus cher qu'une maison, le krach de 1929 qui a marqué le début de la Grande Dépression, la bulle des dot-com des années 2000 ou plus récemment encore la crise bancaire de 2008, tous ces événements peuvent être observés sous l'angle de la psychologie. Cela nous en apprend beaucoup sur le fonctionnement et la nature même d'un marché. Désormais, les professionnels de la finance reconnaissent l'importance de la psychologie, et ce depuis longtemps, confortée aussi par les publications scientifiques dans ce domaine. Par exemple, il y a les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel de sciences économiques en 2002 pour ses recherches sur la théorie des perspectives, qui traite du jugement humain et de la prise de décision. Il est considéré avant-gardiste de l'économie comportementale moderne. Dans une intervention intitulée « Psychologie et marché », tenue lors de la conférence sur la finance comportementale à la Northwestern University en 2000, Daniel Kahneman mettait en avant une idée singulière. Suivre un analyste financier sur les ondes radio ou télévisées, c'est se familiariser avec l'idée que le marché est doué d'une personnalité propre. Il exhibe un caractère, des idées, des convictions, des dispositions d'esprit et par moments des émotions puissantes. Les marchés financiers sont comme un grand théâtre vivant, un organisme palpitant, vibrant d'énergie et d'émotions qui ne dort jamais tout à fait. Ils reflètent la complexité et la diversité de l'humanité qui les compose et les anime. En les observant, on pourrait presque prétendre qu'ils possèdent une personnalité propre, un caractère façonné par leur constante mutation. Quant au prix d'un actif coté sur un marché, il n'est que la projection de la façon dont les acteurs économiques perçoivent l'état d'esprit du marché et ses perspectives d'évolution. Les éléments psychologiques semblent alors avoir un impact significatif sur l'établissement des prix boursiers. Voilà pourquoi le rôle des émotions de l'investisseur sur les marchés financiers a été au cœur de nombreuses études, tant sur le plan théorique qu'empirique. Ces études se basent très souvent sur des modèles caractérisés par deux catégories d'investisseurs. D'un côté, les investisseurs avisés, autrement dit les institutionnels. Ils prévoient rationnellement l'évolution des prix des actifs. De l'autre, les particuliers, dont les prévisions sont marquées par des périodes d'appréciation excessive ou insuffisante des actifs. Il s'ensuit que le caractère imprévisible de l'état d'esprit des particuliers a une répercussion sur les prix des actifs financiers, les faisant dévier considérablement de leur valeur intrinsèque. Commençons par comprendre la psychologie de base derrière l'investissement avec les émotions qui influencent ces décisions. Au cœur de ces passions se trouvent deux sentiments puissants, l'avidité et la peur. L'avidité est une force motrice dans l'investissement. Elle nous pousse à rechercher des gains toujours plus importants, souvent au détriment de la prudence financière. Lorsque le marché est en hausse, cette dangereuse gourmandise peut nous amener à ignorer les risques et à investir de manière excessive. C'est ce que l'on appelle souvent l'euphorie du marché, et cela conduit au phénomène de FOMO pour « Fear of Missing Out », la peur de rater le train. L'histoire est toujours la même, les prix montent en flèche avant de corriger en 2 fois moins de temps qu'ils ne sont montés, avec de nombreux rêves de fortune qui s'effondrent au passage. Prenez par exemple l'histoire peu connue de la bulle de la mer du Sud en 1720 en Grande-Bretagne. La South Sea Company, une sulfureuse compagnie créée pour fournir des esclaves à l'Amérique espagnole et réduire la dette nationale de la Grande-Bretagne. À la fin de la guerre de succession d'Espagne en 1713, le traité d'Utrecht est signé où la Grande-Bretagne négocie ses accords commerciaux. La South Sea Company régnait sur le monopole du commerce avec l'Amérique du Sud. Elle a réussi à convaincre les investisseurs de l'époque qu'elle était sur le point de réaliser d'énormes profits. Entraînés par leur avidité, les investisseurs ont acheté massivement ces actions, poussant leur prix à des sommets insoutenables. Lorsque la bulle a finalement éclaté, beaucoup ont perdu leur fortune. L'un d'eux était Sir Isaac Newton, qui prétendait avoir dit qu'il pouvait calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie des gens. D'autre part, la peur, tout aussi puissante que l'avidité. Elle nous pousse à éviter les pertes, souvent à tout prix, quitte à prendre au final une plus grosse perte. Elle est souvent mauvaise conseillère. Lorsque le marché commence à chuter, la peur peut nous amener au contraire à vendre nos investissements précipitamment sans prendre le temps d'une réelle réflexion. Un exemple frappant de cela est le krach boursier de 1987, également connu sous le nom de lundi noir. De nouvelles négatives combinées à des craintes d'une inflation croissante ont déclenché une vente massive, entraînant l'une des plus grandes chutes de l'histoire du Dow Jones en une seule journée, moins 22,6%. La peur a pris le dessus, les investisseurs ont vendu leurs actions à n'importe quel prix dans la panique, ce qui a accentué la chute. Ces deux émotions, l'avidité et la peur, peuvent souvent nous faire agir contre nos meilleurs intérêts financiers. Les dompter est donc primordial pour l'investisseur. Aussi, comprendre comment ces émotions influencent nos décisions d'investissement est la première phase pour comprendre la psychologie d'un krach boursier. Deuxième étape de l'épopée, le phénomène mimétique.
Celui-ci est omniprésent, tout autour de nous et dans notre fort intérieur. C'est un aspect fascinant et influent de notre psychologie humaine. Ce concept, décrit en détail par le philosophe René Girard, suggère que les individus ont tendance à copier les désirs et les comportements des autres. Dans le contexte des krachs boursiers, ce phénomène peut être étonnamment pertinent et peut souvent agir comme un moteur puissant qui peut déclencher et amplifier les mouvements de marché. Imaginez un marché boursier en pleine effervescence. Les prix des actions montent, les nouvelles sont positives et les investisseurs se précipitent pour participer à la fête. L'optimisme est contagieux, se propageant d'investisseur à investisseur. Impossible de résister après avoir vu votre ami faire 500% de gains sur un token à tête de grenouille, n'est-ce pas ? Ceci est un exemple de mimétisme où les actions et les sentiments d'une personne sont reproduits par d'autres. La croyance collective dans une croissance continue du marché peut créer une bulle spéculative dans une euphorie irrationnelle. A contrario, quand le marché commence à s'agiter, au moment où il monte et descend le plus, le phénomène d'imitation fait basculer violemment l'opinion de l'autre côté. Tout le monde veut vendre en même temps. On peut donc en déduire que la corrélation entre les acteurs d'un système conduit à son instabilité. Si tous les investisseurs pensent à l'identique, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le krach devient de plus en plus probable. Alors qu'une diversité d'opinions et d'actions va conduire à une stabilité et une efficience du marché. C'est comme lorsqu'un verre entre en résonance, il vibre encore, puis il éclate à une certaine fréquence de résonance bien précise. Il en va de même pour un krach, tout le monde résonne avec les mêmes biais jusqu'à ce qu'une goutte d'eau fasse déborder le vase. Dans un autre domaine que la finance, laissez-moi vous raconter une anecdote qui démontre comment la corrélation au sein d'un groupe d'humains peut conduire au pire. L'histoire se déroule en 1870 dans un petit village, Haute-Faille, en Dordogne. Le 16 août, Alain de Monéis, jeune noble connu de la région, se rend à la foire. Il n'en reviendra pas. Pris pour un sympathisant prussien après une phrase malheureuse, il sera battu, torturé et finalement brûlé par une foule en furie. Des villageois tout à fait respectables qui apprécient en outre le jeune homme et qui auront bien du mal à expliquer cette hystérie collective qui se conclut par la phrase désormais célèbre du maire de la commune « Mangez-le si vous voulez ». Vous voyez jusqu'où peut mener la folie d'une foule prise dans un mimétisme délétère. Une personne interprète mal une phrase, puis une deuxième copie l'opinion de la première sans remise en question, et ainsi de suite dans un effet boule de neige. On pourrait visualiser cela en imaginant une avalanche. Au début, tout semble calme. La neige tombe. Puis, un simple flocon, celui de trop, déclenche l'avalanche qui grossit et grossit et grossit à mesure qu'elle dévale la pente. L'énergie libérée est considérable. Pourquoi la foule se copie-t-elle ? Car copier son voisin n'est pas un signe de folie en soi et peut même avoir beaucoup de sens. Ce comportement trouve ses racines dans notre évolution en tant qu'espèce sociale. Il était souvent plus sûr et plus bénéfique de suivre le groupe plutôt que d'agir de manière isolée. Les primates, les oiseaux, même les arbres s'alertent mutuellement en cas de danger. Lorsque l'on voit beaucoup de monde courir dans une même direction, suivre le mouvement sans forcément en connaître la cause peut s'avérer salutaire. Prenez le cas d'un tsunami par exemple. Notre cerveau humain est à cheval entre une partie qui réfléchit de manière autonome et une partie qui reproduit les actions des autres. Ainsi, c'est dans notre nature humaine d'être constamment à cette frontière. Est-ce que je réfléchis de manière indépendante ou est-ce que je copie les autres ? Cette interrogation est fondamentale pour nous. À l'échelle d'un marché, elle conduit parfois à exacerber le krach, alors que de plus en plus d'investisseurs cèdent à la panique par mimétisme. Le krach de 1929, un jeudi noir cette fois, est l'un des plus étudiés. Son ampleur, son effet de surprise, ses répercussions en font l'un des plus emblématiques de l'histoire. Après une période de prospérité économique aux États-Unis démarrée en 1920, les Roaring Twenties, plusieurs signes annonçateurs laissent présager l'imminence d'un krach. Mais les Américains, encore étourdis grâce aux fortunes potentielles que la spéculation pouvait promettre, étaient aveugles à ces signaux. Les années 20 avaient amené un sentiment d'euphorie à la classe moyenne et aux riches Américains. Ce fameux jeudi 29 octobre, les actionnaires ont négocié plus de 16 millions d'actions et ont perdu plus de 14 milliards de dollars de patrimoine en une seule journée. On reconnaît ici un comportement irrationnel. En effet, pour mettre les choses en contexte, une journée de bourse de 3 millions d'actions négociées était considérée comme une journée chargée sur le marché boursier à cette époque. Les gens ont déchargé leurs actions le plus rapidement possible sans se soucier de la perte. Les cours ont chuté tout au long de la journée, entraînant finalement un krach boursier complet. Certains investisseurs ruinés ont sauté des fenêtres de leurs bureaux. Des bagarres ont éclaté sur les salles des marchés, des courtiers se sont évanouis d'épuisement physique. La folie d'une foule de vendeurs en panique a atteint son paroxysme.
Bien que bénéfique dans certains contextes, le mimétisme peut contribuer à la volatilité et à l'instabilité des marchés. C'est pourquoi il est si important pour les investisseurs de faire preuve d'indépendance dans leur réflexion et de ne pas se laisser influencer aveuglément par ce que font les autres. Un autre biais psychologique humain peut expliquer aussi comment un krach peut prendre forme et s'amplifier. Ce biais s'observe à l'échelle individuelle, mais en considérant le marché comme une entité indépendante, formée par l'agrégat des multiples décisions des acteurs qu'il compose, nous pouvons adapter ce biais à l'échelle du marché. Il s'agit de l'heuristique de disponibilité. Encore un terme barbare pour parler du phénomène par lequel les gens évaluent la probabilité ou la fréquence d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent se rappeler des exemples de cet événement. Autrement dit, plus il est facile de se rappeler un événement, plus nous sommes susceptibles de le considérer comme probable ou fréquent. Ce mode de raisonnement consiste à se baser uniquement ou principalement sur des informations immédiatement disponibles en mémoire, sans chercher à en acquérir de nouvelles concernant la situation. Cette heuristique du jugement peut engendrer des biais cognitifs, appelés biais de disponibilité. Ce biais peut se transposer à l'échelle d'un marché, entraînant une augmentation de la volatilité et des mouvements de marché excessifs. Un exemple concret conduisant à un krach boursier peut être trouvé dans la crise financière de 2008. Avant la crise, l'industrie financière et de nombreux investisseurs étaient convaincus que le marché immobilier était infaillible et que les prix de l'immobilier continueraient d'augmenter indéfiniment. Cette conviction était en grande partie due à la période de hausse des prix de l'immobilier qui avait précédé la crise. Les gens se souvenaient facilement de l'augmentation rapide des prix et de la rentabilité de leurs investissements, et ils ont utilisé ces souvenirs pour évaluer la probabilité d'événements futurs. Ce biais de disponibilité a alimenté une bulle immobilière avec une surévaluation massive des actifs immobiliers. Lorsque la bulle a éclaté et que le marché immobilier s'est effondré, de nombreux investisseurs et institutions financières ont été pris au dépourvu. Les prêts hypothécaires à risque, qui avaient été largement répandus pendant la bulle, se sont avérés insoutenables, entraînant de nombreuses défaillances et une crise de liquidité sur les marchés financiers. Cela a finalement conduit à un krach boursier suivi d'un marché baissier de plusieurs années. Cet exemple illustre comment l'heuristique de disponibilité, en incitant les investisseurs à baser leurs prévisions sur des souvenirs récents et facilement disponibles, peut contribuer à la formation de bulles spéculatives, terminant en catastrophe. D'ailleurs, quid de la situation actuelle ? Désormais armés d'une compréhension de cette sorte de mémoire immédiate prenant le pas sur une analyse rationnelle, nous sommes prêts à naviguer dans l'influence des réseaux sociaux. Dans un monde de plus en plus connecté, où les nouvelles et les informations sont à portée de clic, comment ces plateformes façonnent nos perceptions et influencent nos décisions financières ? Le rôle des réseaux sociaux dans l'intensification de la psychologie d'un krach boursier est non négligeable. Alors, découvrons les forces invisibles qui se cachent derrière votre fil d'actualité. Les réseaux sociaux ont complètement disrupté la manière dont nous échangeons et consommons l'information. Ils peuvent agir comme des amplificateurs de la psychologie du marché, en particulier pendant un krach boursier, en intensifiant l'effet de groupe et en facilitant la diffusion rapide des informations. Ce sont devenus des outils essentiels pour les investisseurs et une composante indispensable dans la gestion des entreprises. Leur influence est désormais incontournable sur les marchés boursiers. La diffusion quasi instantanée de l'information signifie qu'une nouvelle, qu'elle soit vraie ou fausse, peut se répandre à une vitesse fulgurante et influencer la perception des investisseurs avant qu'ils n'aient eu le temps de vérifier l'exactitude de l'information. Un exemple frappant de ce phénomène a été observé en 2013 lorsque le compte Twitter officiel de l'Associated Press a été piraté et a publié un faux tweet sur une attaque à la Maison-Blanche. Le marché boursier américain a perdu 136 milliards de dollars en valeur en quelques minutes, bien que les pertes aient été rapidement récupérées une fois que l'information a été démentie. Plus récemment, nous avons l'exemple d'une photo publiée sur Twitter qui a mis le feu aux poudres en l'espace d'un instant sur les marchés financiers. Il s'agissait d'une image générée par une IA qui montrait cette fois le Pentagone sous attaque. La réaction a été immédiate, jusqu'à ce que les prix reviennent à l'équilibre après que la véracité de la photo a été démentie. Ce genre de fausses nouvelles entraîne une amplification des émotions collectives. Elles se propagent rapidement sur ces plateformes et influencent l'humeur générale d'un grand nombre de personnes. Cette diffusion et cette amplification des émotions peuvent contribuer à créer une mentalité de groupe ou de foule. Le phénomène mimétique se met rapidement en place. Si un grand nombre de personnes partagent une certaine opinion ou prennent une certaine action, d'autres sont susceptibles de suivre, indépendamment de leurs croyances ou de leurs connaissances personnelles. La boucle infernale prend forme. Cela avait été démontré dans une étude réalisée par l'Université de Californie.
Avec des données de millions d'utilisateurs de Facebook, l'étude montre que les précipitations influencent directement le contenu émotionnel de leurs messages de statut, et cela affecte également les messages de statut des amis dans d'autres villes qui ne connaissent pas de précipitations. Pour chaque personne directement touchée, les précipitations modifient l'expression émotionnelle d'environ 1 à 2 autres personnes, ce qui suggère que les réseaux sociaux peuvent amplifier l'intensité de la synchronisation émotionnelle mondiale. Les réseaux sociaux ont aussi le potentiel de jouer un rôle significatif dans le déclenchement de ce que l'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice se produit lorsqu'une croyance ou une prédiction conduit à son propre accomplissement. Dans le contexte des marchés financiers, cela peut survenir lorsque les prédictions d'une baisse des prix du marché provoquent une panique de vente qui, à son tour, entraîne effectivement une baisse des prix. Les prophéties autoréalisatrices correspondent à cette idée d'auto-organisation du social, ce qui est notamment le cas des marchés boursiers. Dans notre analyse, on pourrait dire que l'anticipation d'un effondrement boursier est déjà en place lors de la phase d'expansion. Tout le monde comprend qu'elle ne peut pas se prolonger indéfiniment. Toutefois, cette prévision se concrétise ou se réalise de manière plus abrupte lorsque chacun cherche à tirer parti le plus longtemps possible du bull run. Ce processus est un événement de groupe du commencement à la conclusion, même s'il s'appuie sur des individus séparés et autonomes. Au début, on se trouve dans un cercle vertueux où toute transaction entraîne de nouvelles hausses et d'autres profits. En réalité, il s'agit d'une bulle spéculative profondément vicieuse qui assèche peu à peu la valeur des garanties, comme les actifs sains et les entreprises performantes. À ce stade, un biais perceptif inverse s'insinue et renverse brutalement la tendance sous-jacente. Il faut vendre avant les autres pour éviter de tout perdre. C'est la panique générale qui débouche sur le krach et l'effondrement de l'ensemble des valeurs. L'anxiété mène à la panique mène à la capitulation pour en arriver finalement à la colère et à la dépression. Autant la montée des cours s'installe lentement et progressivement, autant la baisse est soudaine et massive. Mais après la pluie vient le beau temps. La peur ambiante se dissipe petit à petit, les bougies rouges rapetissent et une forme de désintérêt s'installe. La psychologie des foules marquée au fer rouge par le krach a évolué. Les investisseurs réalisent que le monde n'est pas en train de s'effondrer et que la plupart des entreprises sont toujours opérationnelles et profitables. Suite au krach de 1987 et sa chute spectaculaire, certains investisseurs ont maintenu un optimisme de long terme. Warren Buffett, par exemple, a acheté des actions juste après le krach, affirmant, je cite, « Nous essayons simplement d'être peureux lorsque les autres sont avides et d'être avides seulement lorsque les autres sont peureux. » Cela rejoint l'un des principes de l'art de la guerre de Sun Tzu, se montrer fort quand on est faible et faible quand on est fort. Cet optimisme stratégique a fini par être récompensé lorsque le marché s'est redressé. Buffett en a profité pour accumuler à partir de 1988 beaucoup d'actions Coca-Cola, qui ne valaient que quelques dollars à l'époque, avec un rendement trimestriel de 0,44 centimes de dollars de dividendes par action. Ce dividende génère près d'$1 milliard US par an pour les coffres de Berkshire Hathaway, soit l'équivalent de sa mise initiale après le crash. Dans le fond, ce qui permet de sortir de la spirale négative dans laquelle est prise la foule des acteurs après un crash est bien la résilience. Ce terme se réfère à la capacité d'un système, en l'occurrence le marché boursier, à absorber le choc, se réorganiser pour viser une meilleure efficacité. Cette résilience se traduira par une compréhension supérieure des risques associés à l'investissement, une plus grande tolérance à l'incertitude et une capacité accrue à gérer le stress financier. La psychologie des investisseurs apprend et évolue, et ces changements de comportement participent à stabiliser les marchés. Il convient de noter que la résilience n'est pas une propriété statique, mais bien une capacité dynamique qui évolue et s'adapte en fonction des circonstances. La résilience des marchés dépend non seulement de la psychologie et du comportement des investisseurs individuels, mais aussi de facteurs structurels tels que les réglementations financières, la transparence du marché et la stabilité de l'économie globale. La psychologie joue incontestablement un rôle essentiel dans l'apparition et le développement d'un krach boursier. Les phénomènes de comportement de foule, le mimétisme, l'heuristique de disponibilité et les prophéties autoréalisatrices en sont des exemples parmi d'autres. Cependant, ces biais psychologiques ne constituent pas les seuls facteurs explicatifs. Les krachs boursiers sont des phénomènes d'une grande complexité qui résultent de l'interaction de nombreux facteurs économiques, financiers, politiques et sociologiques. La structure des marchés financiers, les politiques monétaires et fiscales, la stabilité économique mondiale, les innovations technologiques ou encore la géopolitique et bien d'autres éléments peuvent influencer le déroulement d'un krach. Il convient de noter que la recherche dans ce domaine est loin d'être concluante et continue d'évoluer. Les experts divergent souvent dans leurs interprétations des causes et des conséquences des krachs boursiers, reflétant la complexité
complexité et la dynamique de ces phénomènes. Dans cette optique, la compréhension des cracks nécessite une approche holistique qui prend en compte à la fois les dimensions psychologiques et les multiples autres facteurs en jeu. Dans tous les cas, gérer ses émotions, sa patience, l'effet du groupe sur soi-même est important. Et c'est un travail que tout investisseur doit faire sur lui-même pour améliorer sa performance en bourse. Développer une tolérance plus élevée à l'incertitude et à la volatilité du marché permet de ne pas succomber à des émotions désastreuses économiquement parlant. Y a-t-il une bonne méthode pour ne pas tomber dans l'effet de foule au début et pendant un krach boursier ? Si vous avez des pistes en tête, partagez-les en commentaire. Nous serons heureux de les lire et cela pourra aider tout le monde. Nous espérons vous avoir appris certains concepts à travers cette capsule vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. La communauté grandit chaque jour grâce à vous et nous vous en remercions. À très bientôt sur Money Radar.